Bienvenue dans Slalom, le podcast sur Jean-Baptiste Grange, un documentaire audio qui retrace la carrière hors norme de cet immense champion. Après son deuxième couronnement au championnat du monde, Jean-Baptiste va demeurer dans le circuit mondial durant 6 années. Cette envie et ce choix s'expliquent en partie par la volonté de transmettre son savoir, notamment à Clément Noël, le tout nouveau champion olympique de slalom il y a une semaine, jeune pépite du slalom à l'époque, désormais entré dans la grande histoire du ski français. Un processus de transmission que Jean-Baptiste a apporté avec Julien Liseroux en équipe de France. Par ailleurs, cette carrière longue coïncide avec d'autres évolutions, celle perpétuelle du slalom et du matériel, des aspects importants aux yeux du skieur de Valloire, des paramètres primordiaux de la discipline, expliqués par lui et ses proches en équipe de France de ski. Pour en parler et par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 5e épisode, en commençant par Loïc Brun, le technicien puis l'entraîneur proche de l'enfant de Valloire depuis la Coupe d'Europe. Il a marqué le slalom parce que quand il a débarqué sur le circuit Coupe du Monde, il avait un ski que personne pratiquait, c'est-à-dire que lui il se retrouvait très court au piqué. Jean-Baptiste Grange évoquant sa vision du slalom et de son évolution. Il vaut mieux avoir le bon matériel qu'avoir le bon physique. Je parle vraiment à des niveaux très élevés où en fait les petites différences, c'est ça qui va faire la différence. Clément Noël, la jeune pépite du slalom à l'époque, est proche de Jean-Baptiste durant la fin de carrière de ce dernier. On partageait nos sensations, on partageait quand ça allait bien, quand ça allait pas. On était souvent dans la chambre ensemble, sur les compètes et tout, donc voilà, il y avait un lien assez fort qui s'est fait sur les dernières saisons, assez naturellement. Julien Liseroux, celui qui a vécu aux côtés de Jean-Baptiste l'évolution du slalom et les différents changements en équipe de France. Le ski moderne, avant c'était celui qui freinait le moins, qui gagnait, et maintenant c'est celui qui accélère le plus. Il y a une vraie différence entre les deux, c'est qu'on a du matériel qui a beaucoup évolué, qui est extrêmement performant, qui est aussi extrêmement exigeant. Et enfin, David Chastan, chef des équipes de France de ski, également témoin de ces évolutions. Dans la conduite de ski, c'est un peu comme en Formule 1, le matériel, il y en a qui sont plus difficiles à conduire que d'autres. Et on a beaucoup de facteurs à gérer, les conditions de neige, sèche, pas sèche, humide, injecté, pas injecté, salé. Ce 5e épisode revient donc sur la part de Jean-Baptiste, que ce soit au sein de l'équipe de France de ski, mais aussi au niveau du slalom mondial, tout en parlant de l'évolution de cette discipline. L'aventure a continué sous une forme différente. Malgré tout, je suis content de ce qu'il a fait parce que JB, sur les 4 dernières années de sa carrière, il a continué à progresser. Il a été performant, alors performant aussi à son niveau et avec les antécédents qu'il a, mais il est quand même resté performant. C'est-à-dire qu'il a quand même fait des places, il a fait 5, il a fait 6, il a fait pas mal de places dans les 10. Il est allé aux Jeux à Pyeongchang, il a fait les championnats du monde. Je pense que ce deuxième titre, il m'a faussé un petit peu dans certaines choses. Je me dis qu'il y a eu 2 années où je pense qu'on n'était pas totalement performant et du coup j'ai eu à partir de 2017 4 années de fin de carrière qui étaient super sympas. Donc 2017-2018, il était plutôt compétitif de ce que je me souviens, et ensuite il s'est blessé sur la saison 2018-2019 alors qu'il était vraiment revenu à un très très bon niveau. Il avait fait 5e à Lévis. À l'automne de la saison 2019, je chute un peu bêtement en slalom et mon genou vrille bien, et en fait à partir de là, même si le médecin de la Fédé m'avait pas tout dit, mon genou avait vraiment du jeu, quoi. Et en fait, mon genou lâche complètement, mais juste dans une courbe, dans un virage, sans qu'il y ait de raison, quoi. Le jour où c'est arrivé, c'était des sentiments qui étaient quand même très confus. Très confus parce que il se blesse sur la 2e manche de Wengen, c'est moi qui trace la 2e manche. C'est la première Coupe du Monde que je trace, c'est moi qui trace la 2e manche, il se blesse dessus, mais en même temps Clément Noël il gagne la course. C'était ma première victoire et en même temps c'était dur de profiter complètement. J'étais dans la chambre avec JB, quand je suis rentré après la course, moi j'étais dans un moment un peu euphorique et lui il était au fond du trou parce que il avait déjà 34 ans et se reblesser au moment là, c'est toujours plein de questions, plein de doutes qui rentrent dans la tête, savoir ce qu'il allait faire. C'est toujours difficile de savoir si c'est la blessure de trop, de savoir si c'est le moment d'arrêter ou pas. Quand c'est pas quelque chose que tu avais décidé, mettre sur un bout de papier les plus, les moins, c'est quand même dur de prendre une décision comme ça. Quand il est parti de Wengen, il était tellement au fond du trou que même moi je pensais, je me dis mais là il va pas pouvoir
redécoller, quoi. Depuis 2017, voilà, on était de nouveau dans une structure, moi, voilà, où je m'éclatais, où tout était fait pour nous, pour les slalomeurs. Il y avait à la fois Julien et moi, les plus anciens, mais aussi Clément, plus des jeunes, plus un ou deux jeunes. Donc voilà, vraiment une ambiance de groupe qui était super sympa, une ambiance de boulot avec les coachs qui était top. Je savais qu'en tout cas, si je repartais, j'allais être dans le bon cadre et bien entouré, quoi. Quand Clément est arrivé, il m'a dit, David, il va vite. Et il avait très vite vu qu'il allait aller vite. Et bon, il a fallu travailler un peu avec Clément, mais effectivement, ce garçon, il a très vite vu qu'il avait un gros potentiel, mais qui était très jeune aussi. Et il a voulu lui amener son expérience et l'épauler et essayer de lui apporter tout ce qu'il pouvait lui apporter pour que Clément devienne le meilleur skieur au monde en slalom. Par rapport à quand ils étaient, eux, les petits jeunes, ça a rien à voir. Il y avait une ambiance totalement différente, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus d'esprit d'équipe et de groupe et de faire tirer tout le monde vers le haut. Parce qu'on sait que l'émulation du groupe fait les résultats de tout le monde individuellement. Donc ils ont toujours été très bienveillants à vouloir me tirer vers le haut, à me donner des conseils, etc. Alors que oui, c'est sûr qu'avant, quand eux sont arrivés, c'était un peu plus chacun pour soi. Mais les personnalités sont différentes. JB et Julien, c'est des mecs qui aiment bien partager, qui aiment bien... qui sont quand même... le cœur sur la main en règle générale, donc ils m'ont beaucoup aidé. Ouais. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui transmet, qui a vraiment cette fibre du collectif, même si c'est un sport individuel, et qui a pas de problème avec ça. Je veux dire, il a très bien compris que ça se réglait au portillon et a l'air d'arriver avec un chrono. Et il a aucun problème sur le partage. Il a toujours aussi été un binôme avec Julien. C'est ce qu'on avait insufflé dans nos grandes années au groupe technique, et là c'est ce qu'on a essayé d'insuffler au groupe de slalom, hein. Donc voilà, et puis en même temps il y avait à la fois à apprendre de Clément, le petit jeune, et à la fois nous on avait à lui apporter, hein. Donc non franchement c'était cool. C'était concrètement tout le monde a sa place dans le groupe, à la même place, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est meilleur qu'on va avoir plus de poids que les autres. Et finalement, le collectif, c'est un échange de bons procédés. Il y a les anciens qui ont un petit peu plus d'expérience, et puis il y a les jeunes qui ont aussi de la nouveauté, de l'envie, un peu plus d'explosivité. Et c'est ce mix-là qui fait que ça fonctionne. Et je crois que JB, il a vraiment permis ça dans le groupe France et dans toutes les disciplines. Et ce fonctionnement collectif dans un sport individuel, il existe vraiment. Et je pense que notre groupe en est la preuve. Jean-Baptiste en est la preuve. On n'a pas besoin d'être un requin, d'être un méchant, de vouloir marcher sur les autres pour être bon dans un sport individuel. Disons qu'avec Clément, on est un petit peu, on a des ressemblances dans le caractère et sur pas mal de petits points. Voilà, donc moi à la fois ça me faisait beaucoup de bien d'être avec un petit jeune, en plus, d'autant plus Clément, hein. Et je pense que lui, c'était cool aussi moi je l'ai pas connu à mon début de carrière, d'avoir un aîné, donc je pense que lui c'était aussi sympa de pouvoir le faire, mais du coup c'était cool, quoi. C'était un peu une relation grand frère, petit frère, voilà, mais on a passé des bons moments et c'était sympa et on s'est bien marré, quoi, donc ça c'est cool. Lui m'a apporté beaucoup, j'espère lui avoir apporté un petit peu aussi sur sa fin de carrière, et du coup voilà, il y avait beaucoup d'échanges, on avait le même technicien, on parlait beaucoup de matériel ensemble, on partageait nos sensations, on partageait quand ça allait bien, quand ça allait pas. On était souvent dans la chambre ensemble, sur les compètes et tout, donc voilà, il y avait un lien assez fort qui s'est fait sur les dernières saisons, assez naturellement. Et je pense que ce rôle d'accompagnement qu'a eu JB, mais autant Julien, il a quand même été essentiel pour emmener à maturité un coureur comme Clément, parce que c'est jamais facile de débarquer en étant jeune sur un circuit de Coupe du Monde. Il faut savoir faire les choses essentielles, pas se disperser sur d'autres. Il y a tout un tas de choses à apprendre, et je pense qu'ils lui ont facilité l'apprentissage, très clairement. C'est notre façon de fonctionner, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais ça a porté ses fruits, et je pense que moi j'aurais du mal à me passer de l'émulation du groupe, que ce soit au niveau des entraînements, où là on se compare aux autres avec un bon niveau, et on sait que si on est dans le coup à l'entraînement, on sera normalement dans le coup à la course. Et aussi au-delà du niveau et de l'émulation, il y a vraiment l'ambiance du groupe qui joue beaucoup, quoi.
Quand on voit le ski à la télé, on a l'impression de voir quelque chose de facile à faire. On ne se rend pas compte de la pente, on ne se rend pas compte de la préparation de la neige. C'est un sport qui est quand même extrême au niveau de l'engagement. Extrême au niveau de l'engagement. En fait, en géant, super G descente, on a un double piqué avec une banderole et il faut vraiment passer autour. Alors que en slalom, en fait, notre corps passe dans le piquet vu qu'il n'y en a qu'un. On traverse le piquet, on le boxe. Et puis, je dirais aussi que c'est peut-être une discipline aussi dans la façon de l'aborder, dans l'énergie que tu y mets, qui se différencie le plus des autres, quoi, qui s'apparente plus vraiment à 100 mètres. Et puis, techniquement, c'est un sport qui est difficile et qui se joue à très, très, très peu de choses. On départage les gens au centième sur des courses qui, des fois, font... en cumulé, on a des courses qui font pas loin de 2 minutes sur 2 manches. Moi, j'ai toujours dit que c'était un combat de boxe. À la seule différence que quand on est sur un ring, on est face à quelqu'un. Et le skieur, lui, il est face à une seule chose, c'est le chronomètre. Et voilà, et du coup, quand il est bon, c'est grâce à lui. Quand il est pas bon, c'est à cause de lui. Après, je dirais que le plus gros combat, finalement, même si on court contre d'autres athlètes, le plus gros combat, il est contre soi-même. Parce que c'est la maîtrise de ses émotions. Quand tu es dans le tracé, tu sais pas où t'en es. Des fois, tu peux avoir des sensations qui sont pas bonnes et tu as l'impression que tu vas pas vite et finalement ça va. Ou des fois, tu as l'impression d'aller vite et tu arrives en bas, t'étais pas vite. Il y a la météo, il y a des conditions qui changent, qui évoluent. C'est vraiment de l'adaptation permanente. Il y a aussi le fait qu'on puisse varier beaucoup le tracé qu'on nous impose. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des figures, oui. Tu peux... positionner tes portes de manière différente et c'est vrai que ça c'est très peu, enfin en tout cas dans le ski alpin c'est peu commun parce que vu qu'on doit reconnaître nos manches juste avant de passer, en fait il y a un exercice quand même de reconnaissance qui est hyper important et tu dois connaître ton tracé par cœur. Allez, pied gauche, on allonge, on rentre dans la rupture de pente, 4 portes, une double, 7 portes, double, 8, triple, 4, banane, jusqu'à l'arrivée, on lâche rien. JB, c'était un vrai danseur. Quand il était hyper performant, en fait, on a l'impression qu'il caressait la neige et vraiment, c'était ça. On avait l'impression qu'il dansait entre les piquets. Il a marqué le slalom parce que quand il est débarqué sur le circuit Coupe du Monde, il avait un ski que personne pratiquait, c'est-à-dire que lui, il se retrouvait très court au piquet, beaucoup de relâchement et les skis dans la pente et on met les angles et après, je relâche les skis et je vais de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se pratiquait pas énormément et puis lui, il est arrivé, il a fait ça et puis il a mis d'accord tout le monde. Donc c'est clair que lui, sur la discipline slalom, il a très clairement révolutionné l'approche du slalom et la technique en slalom. Quand JB faisait des manches maîtrisées, c'était 0 faute sur 66 virages. On pouvait lui mettre des sorties de double tournantes. C'était tout lu, c'était tout mémorisé, mais aussi beaucoup sur sa qualité de pilotage. Il a gagné quasiment sur tous les profils de piste, donc quelqu'un qui s'adapte, un vrai skieur, quoi, complet. Il y a une stat assez incroyable de Jean-Baptiste quand même, et ça je pense que c'est un des seuls à l'avoir eu, c'est que Jean-Baptiste, quand il a gagné une première manche de Coupe du Monde, il a toujours gagné la course après. Et ça, moi je lui tire un grand coup de chapeau. C'était vraiment l'esthète du ski français. Il était toujours beau à voir skier. Il était toujours assez sobre, élégant, parfait quoi, dans ce qu'il faisait. Donc je pense que c'est vraiment ce qui le caractérise le mieux, un esthète du ski. Sa marque de fabrique, c'est son relâchement. Vraiment, encore plus quand c'était sur la neige dure, sur la glace, on a l'impression qu'il faut être tonique, qu'il faut être hyper raide et rigide. Et lui, en fait, on a l'impression qu'il était tout doux. C'était pas une impression d'ailleurs, il caressait la neige, très peu de friction, très peu de frottement, un geste très juste et une efficacité redoutable. Et finalement, c'est ça le sport moderne depuis le début des années 2000, c'est qu'il faut trouver ce compromis entre la puissance, l'explosivité et le relâchement. Par rapport à mes problèmes de dos, je me tiens très debout, sur des attitudes de bassin très relevées, avec un buste assez droit. Et en fait, ça m'a donné beaucoup d'aisance au niveau des pieds et du coup aussi un peu la capacité à pouvoir vraiment raccourcir mes appuis, parce que plus tu es haut sur tes appuis,
plus tu es disponible en dessous et plus tu peux être rapide. Quand on était jeune, forcément, c'était l'exemple à prendre sur comment skier en slalom. C'était lui qui dictait un petit peu la technique. Dans l'inspiration, moi j'ai été bercé par Bode Miller, donc on va dire que j'ai pu m'en inspirer et du coup m'en rapprocher, quoi. Ça a été une référence pendant très longtemps et il y a beaucoup de skieurs qui en parlent. Autant Marcel Hirscher était quelqu'un de très explosif, très tonique, agressif. Autant JB, on n'avait pas l'impression et pourtant il était au moins autant efficace. Et JB, il a emmené ça. Et puis derrière, il y en a d'autres qui ont emmené autre chose, notamment un Marcel Hirscher, notamment un Christophersen. Mais ce que je retiendrai, c'est que JB, il a su traverser les générations parce qu'il a quand même passé pas loin à très haut niveau, il y a passé 16 ans, quoi. Et il a su faire évoluer son ski avec aussi ses problématiques physiques, mais il a su faire évoluer son ski pour rester quand même plus ou moins performant, quoi. Le ski moderne, avant c'était celui qui freinait le moins qui gagnait, et maintenant c'est celui qui accélère le plus. Il y a une vraie différence entre les deux, c'est qu'on a du matériel qui a beaucoup évolué, qui est extrêmement performant, qui est aussi extrêmement exigeant, et que concrètement le meilleur skieur du monde aujourd'hui, c'est celui qui arrive à le mieux se servir de son matériel. J'aurais tendance à dire que tu as 40% de matériel, 40% de mental et 20% de physique, ou même une part mentale un peu plus grosse. 50 de mental, 30 de matériel et 20 de physique. Les coachs utilisent souvent ce terme de pilotage des skis, et c'est vraiment ça. Le réglage du matériel est hyper important, il est très personnel. On va avoir des skieurs qui ont le même matériel, enfin la même marque, mais qui utilisent pas du tout le même matériel. Et voilà, on le règle pour soi. Et les réglages sont infinis. Il vaut mieux avoir le bon matériel qu'avoir le bon physique, hein. Je parle vraiment à des niveaux très élevés où en fait les petites différences, c'est ça qui va faire la différence. Et que finalement, bien sûr que physiquement il faut y être, mais voilà, ça peut arriver que tu sois un petit peu malade, que tu aies une petite gastro avant, que tu aies une petite douleur et finalement, ça a pas. Tu es quand même capable de gagner. Il y a eu une évolution, il y a eu les grands skis, après des skis plus courts. Ça, c'est la génération à Jean-Baptiste. En 2099, il y a eu l'arrivée des petits skis paraboliques. Donc on est passé, par exemple, en slalom, on était à quasiment des skis de 2 mètres. On est passé à des skis de 160, donc 40 cm de moins, c'était énorme. C'est des skis qui sont très taillés et qui permettent de faire des courbes sur la carte, quoi. Dans la conduite de ski, c'est un peu comme en Formule 1, le matériel, il y en a qui sont plus difficiles à conduire que d'autres. Et on a beaucoup de facteurs à gérer, les conditions de neige, sèche, pas sèche, humide, injecté, pas injecté, salé. C'est un bloc, c'est un setup avec la chaussure, la fixation, la plaque et le ski. Et je dirais que sur les 10 dernières années, en fait, on a rendu ce ski-là le plus performant possible, dans le plus de conditions possibles. La recherche qu'il y a eu chez les marques, c'était vraiment que ce ski de slalom, il puisse être le meilleur dans le maximum de conditions. Et en fait, ça explique aussi que aujourd'hui, on a très peu de déchets en slalom, alors que c'était plutôt une discipline où il y avait du déchet dans la saison. La stratégie, c'est aussi de toujours trouver le meilleur matériel possible pour aller le plus vite possible. Donc, il y a toujours, chaque année, des tests à faire, des évolutions à trouver. Et ça, c'est le côté mise au point du skieur qui le permet. On a quand même travaillé énormément sur le matos parce que JB était aussi très demandeur de développement et il aimait bien aller de l'avant avec le matériel et avoir des choses qui n'étaient pas figées.
Donc on a énormément travaillé sur le matos et on a énormément travaillé sur le ski, sur la construction du ski. Ce qu'on recherche en fait, c'est à la fois du confort, un ski qui soit facile, maniable, et en même temps un ski qui est performant. Et en fait, c'est deux paramètres qui sont opposés. Donc en fait, c'est vraiment de trouver un juste milieu là-dedans. Je dis ski, mais c'est ski, plaque, fixation, chaussures. C'est vraiment l'ensemble qui joue, quoi. On a un vrai sport mécanique. On n'a pas de moteur. Le moteur, c'est la pente, c'est la neige. Et du coup, voilà. Et avant, on avait 30 skieurs qui se tenaient en 3 secondes. Et maintenant, on a 30 skieurs qui se tiennent en 1 seconde. Donc la moindre petite erreur, elle se paye cash. Tout le monde copie tout le monde. Donc voilà, tu essayes de gommer petit à petit toutes tes faiblesses. Et ce qui fait que tu as de plus en plus de coureurs qui sont bons et qui sont forts sur les skis, et du coup le niveau se resserre énormément. Ça implique que même ceux qui dominaient doivent se remettre en question pour améliorer leur performance et de nouveau dominer. Donc forcément ça a vraiment resserré le niveau sur ces dernières années, et il y a beaucoup plus de densité, je pense. Et en fait, il y a une dizaine d'années en arrière, le globe se gagnait des fois à 400, 500, 550 points à la saison. Et un peu depuis Marcel, Henrik, tout ça, qui ont aussi beaucoup plus dominé, on est passé des fois à 750, 800. Donc ça fait en gros entre 2 et 3 victoires de plus à la saison. Et du coup, Clément me dit c'est plus dur de gagner le globe maintenant. Hein. Je pense que c'est la conjoncture qui veut ça. C'est le sport professionnel, c'est la modernisation, et ça va être de plus en plus serré. Puis c'est aussi l'accès à de plus en plus de nations, de plus en plus de personnes. On a tous les outils pour pouvoir bien faire. Et en plus, la particularité du slalom, c'est que tu as besoin d'un téléski, un coach, et voilà, c'est parti, quoi. Tu peux faire de la Coupe du Monde. Je pense à Dave Riding, l'anglais, je pense à Goroshilov, le russe, à Popov, le bulgare. Voilà. En fait, tu as juste besoin d'un coach et tu peux arriver à te débrouiller, quoi, hein, et à skier de partout facilement. Alors qu'en descente, par exemple, tu es obligé d'avoir un gros staff, d'avoir des pistes vraiment adaptées, alors que nous, finalement, en slalom, il te suffit un dôme même. Voilà, il y en a qui passent le Dave Riding, l'anglais, et fait du ski indoor la moitié de l'année, quoi. Et cette densité-là, de toute façon, elle va faire que augmenter. Peut-être que dans 20 ans, les 30 premiers ils seront en 5/10e. Voilà, après, il a participé à tout ça, mais lui, au début, il mettait encore des grosses valises à tout le monde, donc c'est ça qui était plutôt cool. Dans le 6e épisode, Jean-Baptiste et ses proches vous raconteront son attachement à Valloire, à ces montagnes dans la vallée de la Maurienne, un des lieux où le tout jeune retraité sportif installe progressivement sa nouvelle vie. J'ai tous mes repères amicaux et familiaux qui sont ici, et j'ai un amour aussi, voilà, pour ce lieu, pour ces montagnes, parce que au-delà de ce que moi j'ai vécu, il y a aussi une histoire familiale dans ces montagnes-là. Toujours en lien avec le ski, Jean-Baptiste perpétue désormais le magasin familial dans la station de la Vallée d'Or. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 6e épisode de Slalom sur Podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le manquer, et n'hésitez pas à noter, à liker, à commenter et surtout à partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux.